Bonsoir à toutes et tous. Premièrement, vous êtes très bienvenus à suivi de cette webinaire de la Maison de l'Europe. Je suis Marie Oksanen, je suis volontaire dans la Maison de l'Europe. Pour ceux qui n'ont pas participé aux événements de la Maison de l'Europe avant, la Maison de l'Europe, c'est une association qui fait de sensibilisation autour de sujets européens et de différentes cultures de l'Europe. Et par exemple, on organise différents types d'événements, des interventions scolaires et on réalise des projets de mobilité avec les jeunes. La Maison de l'Europe à Nantes possède aussi un label de Europe Direct. Et c'est que j'ai le Europe Direct, c'est un réseau de points d'information sur l'Union européenne. Et c'est un label de la Commission européenne. Et le but, c'est de distribuer l'information au niveau local. Et il y a cette point d'information partout en Europe. Ici, à la Maison de l'Europe, je participe moi-même dans un projet de corps européen de solidarité. C'est un programme pour tous les jeunes européens entre 18 et 30 ans. Dans le projet de corps européen de solidarité, il y a presque toujours une possibilité pour les jeunes volontaires de lancer un projet qui a un fort lien avec l'intérêt de volontaires soi-même. Pour moi, ce webinaire a été un projet comme ça. J'ai eu la possibilité de planifier et organiser le webinaire moi-même avec mes collègues et j'ai appris beaucoup en organisant un événement comme ça. Pour les jeunes volontaires, c'est toujours très bonne possibilité d'avoir de l'expérience. Grâce à ce projet, nous avons aussi eu la possibilité de faire de connaissances avec les autres Nordiques à Nantes. C'est-à-dire avec l'association nordique de Nantes et l'Est. Et je voudrais les remercier beaucoup pour les échanges et de l'intérêt au notre projet autour de la Finlande. Et pourquoi on a choisi ce sujet de l'éducation des jeunes enfants en Europe et zoom sur la Finlande? C'est parce que une de mes tâches sur mon volontariat dans la Maison de l'Europe, c'est de faire les interventions scolaires et les interventions de mobilité. Et pendant ces interventions, j'ai remarqué plusieurs fois qu'il y a beaucoup d'intérêt à un système éducatif finlandais. Quand notre animateur Olivier Premier a dit qu'il y a aussi l'intérêt d'avoir un sujet comme ça parmi notre événement, je pris la décision de lancer ce projet. C'est aussi grâce à une thématique lancée par la Commission européenne, parce que nous vivons actuellement l'année européenne de la jeunesse, et grâce à laquelle c'est très actuel d'avoir cette thématique. Et selon plusieurs recherches, une bonne éducation et des soins de qualité pour les jeunes enfants sont la base pour la réussite future des jeunes en termes d'éducation, de bien-être, l'employabilité et de l'intégration sociale. Et c'est surtout avec les enfants issus de milieux défavorisés. Et donc, c'est un sujet aussi beaucoup de faire avec le droit de l'enfant. Parce que dans le socle européen de droits sociaux, c'est nommé qu'il y a un droit pour chaque enfant d'avoir une éducation et de soins accessibles et de qualité. Et parce que tout cela, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter et voir avec notre intervenante magnifique qu'est-ce que c'est là la situation de l'éducation des petits enfants maintenant en Europe. Et grâce à haut niveau de coopération en Europe en général, on a des possibilités de partager des bons plans et échanger autour de cette thématique.
Et pour donner vite la parole pour nos intervenants, je suis ravie de vous voir connectés et je laisse la parole à Olivier Prounet, notre animateur. Bienvenue. Merci, merci Marie. Je vais remercier aussi les participants qui sont avec nous et qui peuvent aussi nous laisser des messages dans le chat. Alors, je vais présenter rapidement les différentes intervenantes, mais je vais les prendre par l'ordre chronologique inverse et donc signaler que nous terminerons le webinaire avec Patricia Boulmé. Patricia Boulmé, vous êtes conseillère pédagogique à la direction des services départementaux de l'éducation nationale en Loire-Atlantique, dont vous allez être la voix française et la voix Loire-Atlantique. Vous travaillez avec Phil Tudal et donc nous serons contents d'avoir votre témoignage en complément de ce qu'on va entendre précédemment. Et donc nous ferons passer une double voix, la voix de Marie en tant que finlandaise, mais également la voix de Céline Utsebo. Céline, vous êtes directrice du jardin d'enfants des amis de l'école française à Helsinki en Finlande, et donc je vais vous laisser la parole tout à l'heure. Mais nous allons commencer avec Isabelle de Coster, de façon à avoir une vision européenne un petit peu panoramique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous êtes analyste des politiques et systèmes éducatifs en Europe dans l'unité Euridis, à l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture. Donc peut-être juste un petit mot pour commencer sur ce titre très long. Qu'est-ce que c'est qu'une analyste des politiques et systèmes éducatifs en Europe dans une agence exécutive? Mais oui, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Donc en fait, je suis analyste en éducation pour la Commission européenne et je travaille dans une agence qui s'occupe d'éducation et de culture. Et en fait, je travaille surtout dans le cadre du réseau Euridis. Donc, c'est-à-dire que c'est un réseau qui rassemble 37 pays européens. Donc, c'est plus large que juste les États membres et ça englobe aussi des pays comme l'Islande, la Turquie ou le Monténégro qui font partie du programme de coopération en éducation de la Commission européenne Erasmus+. Et en tant qu'analyste, on produit des rapports sur les politiques et les systèmes éducatifs dans tous les pays européens en utilisant des informations que nos unités nationales dans tous les pays nous fournissent. Et ce qui est important, c'est que donc on produit des analyses et on analyse les politiques éducatives par rapport aux recommandations et aux objectifs communs que les pays se donnent au niveau européen. Et donc, en matière d'objectifs communs pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance, donc je vais maintenant essayer de partager ma présentation avec vous. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a bien convenu, c'est que vous alliez pouvoir utiliser une présentation qui va être partagée. Le partage, vous allez essayer de le mettre en plein écran si c'est possible, Oui. Ce qui n'est pas le cas encore. L'idée générale étant d'avoir une vision un petit peu générale de la problématique de l'éducation et de la petite enfance. Oui. Si le plein écran ne marche pas, on laissera la main à Anissa. Pour l'instant, je n'ai pas le plein écran. Bon, je vais essayer une dernière fois. Oui. Bon, sachant encore une fois, effectivement, comme vous l'avez expliqué, qu'on cherche avec vous à avoir vraiment une vision complète européenne et européenne en fait au sens très large, puisqu'on est sur un lieu d'observation et d'analyse. Non, là, vous êtes dans une présentation où il y a toutes les informations, mais il y a également vos notes de bas de page. Et donc, peut-être à ce moment-là, si ça ne marche pas, Anissa, tu peux reprendre la main. Je fais un dernier essai. Voilà, ça c'est bon. OK. Ça c'est bon. Et puis, je vais vous laisser la parole parce qu'il y a environ une dizaine, et vous avez l'habitude de cette présentation pédagogique pour nous dire l'essentiel de ce qu'on doit savoir pour comprendre l'éducation et ce qui est toujours difficile à traduire en français, qui est le care in Europe. Oui, l'éducation et l'accueil ou le soin des jeunes enfants, je pense qu'on utilise un peu les deux, mais nos traducteurs officiels ont privilégié l'accueil.
Donc, voilà. Euh, Oui, l'accueil, c'est un peu moins que le care, hein. hmm, Eh bien, je vous laisse la main avec cette belle page de couverture qui donne l'image d'enfants qui jouent. oui, donc ça, c'est un des rapports qu'on a fait justement sur l'éducation et l'accueil des jeunes enfants. Ça date de 2019. Et, euh, et à ce moment-là, on avait déjà plusieurs objectifs communs européens à regarder pour voir quelle était la situation en Europe, et notamment le socle européen des droits sociaux que Marie a mentionné il y a quelques instants. Et par la suite, il y a eu d'autres initiatives. Et en mai 2019, le Conseil de l'Union européenne, donc il rassemble les ministres en éducation des différents pays, enfin des États membres, a adopté une recommandation sur les domaines sur lesquels agir pour que l'éducation et l'accueil des jeunes enfants soient de bonne qualité. Et dans notre rapport, on a notamment regardé ce qu'il en était au niveau européen par rapport à l'accès, qui, d'après les objectifs, est censé être universel, et également par rapport aux aspects de qualité. Et donc, je vais essayer de vous donner un peu une vue d'ensemble des résultats et aussi de vous montrer que on peut quand même observer que ces objectifs d'accès et de qualité n'ont pas encore été atteints partout. Alors, par rapport à l'accès, donc on peut mettre en évidence que dans quelques pays, ils ne sont pas nombreux, il y a 6 États membres et la Norvège, l'objectif d'accès est assez bien rempli parce qu'il n'y a pas de période sans place garantie. Donc, l'éducation et l'accueil des jeunes enfants, ça dure à partir du moment où les enfants quittent les parents pour aller dans un établissement ou un autre milieu d'accueil et d'éducation jusqu'à ce que l'école primaire commence. Et pendant cette période, si on a une place garantie, ça veut dire soit que les autorités responsables doivent fournir une place aux parents qui le demandent, ou que quand les enfants ont atteint un certain âge, ils ont d'office droit à une place, ou bien que l'enseignement et l'accueil des jeunes enfants est obligatoire pour tout le monde. Dans ce cas-là aussi, on peut dire que la place est garantie. Là, pour qu'on se comprenne bien, on parle d'enfants de quel âge? 2 ans, 3 ans? On parle d'enfants de la naissance jusqu'au début de l'école primaire, jusqu'à 6 ans. D'accord. Et donc, dans le cas de ces 7 pays, il n'y a pas de période sans place garantie. Donc, ça veut dire qu'à la fin des divers congés que les parents peuvent prendre, le congé parental, le congé de maternité, le congé de paternité, l'enfant va d'office avoir une place dans un établissement. Et par exemple, en Estonie, les parents peuvent prendre un congé pour s'occuper de leur enfant jusqu'à ses 18 mois et ensuite, il pourra aller soit dans un établissement d'accueil ou ou bénéficier d'un système de garde d'enfants si les parents le souhaitent, et ce sera le cas pour tous les enfants dont les parents le souhaitent. Maintenant, dans une série de pays, la situation est moins facile et il y a un décalage entre la fin des congés que les parents peuvent prendre pour s'occuper de leur enfant et le moment où ils auront une place garantie dans un service d'éducation et d'accueil. Et donc, ce décalage ou cette période sans place garantie, dans à peu près un tiers des pays, c'est de 1 à 3 ans. Donc ça, c'est le cas, par exemple, en Belgique francophone où je vis. Donc, les parents ont droit à jusqu'à 4 mois de congé après la naissance pour s'occuper de leur enfant à la maison. Et en fait, c'est seulement à partir de 2 ans et demi que les enfants peuvent fréquenter l'école maternelle. Et donc, entre les deux, il n'y a pas de place garantie et les parents vont avoir une certaine difficulté à trouver une place et surtout à trouver une place à un coût abordable. Et puis, il y a encore d'autres pays où le décalage est plus grand et prend de 4 à 6 ans.
Donc là, ce sont des cas de pays où il y a seulement la dernière année avant l'enseignement primaire qui est obligatoire. Et avant ça, il n'y a pas de place garantie pour tous les enfants et l'offre peut être assez peu développée. C'est quel pays, par exemple? Mais c'est le cas, par exemple, en Roumanie et en Slovaquie, Hmm. même si ils ont fait mener des politiques pour améliorer la situation récemment. Alors, au-delà de l'accès, il y a la question de la qualité. Donc, je voudrais un petit peu parler de où les enfants sont accueillis, comment le système est dirigé, que font les enfants quand ils sont en milieu d'éducation et d'accueil et qui s'occupe d'eux. Et je voudrais discuter ces 4 points euh, en abordant la question de l'intégration des services pour les enfants les plus jeunes et les plus âgés. Parce que comme ça va de, disons, plus ou moins 6 mois ou 1 an jusqu'à 6 ans, on voit que si on intègre bien les services pendant toute cette période, on peut avoir des avantages en termes de gestion de ressources et en termes de développement de l'enfant. C'est reconnu comme être un gage de qualité. Donc, la question de où les enfants sont accueillis, il y a 2 grands modes d'organisation. Il y a celui où il y a des établissements séparés pour les enfants les plus jeunes et pour les enfants les plus âgés. Et c'est souvent vers 3 ans que les enfants vont changer d'établissement. Et donc, dans ce cas-là, on observe quand même que les établissements pour les enfants les plus jeunes ont plus tendance à s'occuper des aspects accueil et soins, tandis que les établissements pour les enfants les plus âgés vont davantage intégrer des aspects d'éducation. Et puis, il y a un deuxième modèle d'organisation, le modèle intégré, où les enfants sont accueillis dans un même type d'établissement tout au long de la période et où on met l'accent à la fois sur l'accueil et sur l'éducation, aussi également pendant toute la durée. Alors, par rapport à ces 2 modes d'organisation, où se situent les pays européens? Donc, dans la plupart des pays, l'éducation et l'accueil va se faire dans des établissements séparés pour les enfants les plus jeunes et pour les autres. Donc, par exemple, les enfants vont aller à la crèche et puis, vers l'âge de 3 ans, ils iront dans une école maternelle. Et moins d'un tiers des pays, les pays tout à fait en bleu ici sur le cercle, ont des établissements uniquement intégrés. Et ça, c'est surtout le cas dans les pays nordiques, les pays baltes et plusieurs pays des Balkans. Et alors s'ajoute la question de la gouvernance. Qui est responsable de ces services? Donc, il peut s'agir d'un seul ministre, souvent le ministre de l'Éducation, qui est responsable tout au long de la période. Et là, on est dans un système bien intégré. Ou alors 2 types de ministères différents, un pour les plus jeunes, souvent le ministère des Affaires sociales ou le ministère de l'Enfance, et un autre pour les plus âgés qui sera alors le ministre de l'Éducation. Donc maintenant, le troisième aspect de qualité, c'est les contenus, ce qu'on fait avec les enfants. Et là, il y a une série de pays qui ont défini des contenus éducatifs pour l'ensemble de la période, donc depuis le début jusqu'au commencement de l'école primaire. Donc, on voit ici les grands thèmes définis par le programme irlandais et ça va vraiment de la naissance jusqu'à 6 ans, qui sont le bien-être, qui parlent de la confiance en soi, du bonheur, de la santé, l'identité, qui travaille le sentiment d'être respecté et le développement de l'estime de soi, la communication et enfin la réflexion et l'exploration où on montre à l'enfant on aide l'enfant à voir ce qui se passe dans des interactions simples. Mais il y a quand même une série de pays, à peu près moins d'un tiers, ceux qui sont ici en bleu, clair, où il n'y a pas de ligne éducatrice définie au niveau central pour les jeunes enfants. Il y en a seulement pour la partie qui commence à 3 ans et qui va jusqu'à l'école primaire. Alors, le dernier aspect de la qualité, c'est le personnel. Donc, on peut dire que la qualité des expériences que les enfants vont connaître va dépendre de la formation des personnes qui s'occupent d'elles et que des personnes mieux formées seront plus à même de proposer des méthodes pédagogiques appropriées et de développer un environnement qui stimule l'enfant.
Et là, on voit qu'il y a seulement 15 pays où il faut qu'il y ait des membres du personnel qui sont en charge des enfants qui soient qualifiés au niveau universitaire. Dans la plupart des pays, on exige un diplôme de niveau bachelier ou plus seulement pour les praticiens qui s'occupent des enfants à partir de 3 ans, mais pas pour ceux qui s'occupent des enfants les plus jeunes. Et il y a aussi quelques pays où il n'y a pas de qualification de type universitaire qui est exigée pour les praticiens qui s'occupent des enfants. Donc, si je veux résumer un peu les différents aspects qu'on a vus, on a essayé de classer les pays selon le fait que leur système était plus ou moins intégré, donc au niveau des structures d'accueil, de la gouvernance, des activités éducatives et des qualifications du personnel. Et on voit qu'il y a beaucoup de variations en Europe. On peut voir jusqu'à 5 types de systèmes différents en termes de niveau d'intégration. On trouve les systèmes les plus intégrés dans les pays nordiques, les pays baltes et plusieurs pays des Balkans. Donc, la même autorité est responsable de l'ensemble des structures depuis la naissance jusqu'à l'école primaire. Et il y a du personnel qualifié de niveau universitaire qui s'occupe des enfants pendant toute la durée que dure l'éducation et l'accueil des jeunes enfants. Il y a maintenant, dans la plupart des pays européens, le fait que les enfants passent d'établissements plus centrés sur l'accueil à d'autres structures où l'accent est davantage mis sur les aspects éducatifs et le personnel sera souvent qualifié au niveau universitaire uniquement pour les enfants plus âgés. Et donc, le fait qu'il y ait cette transition d'un établissement à l'autre, ce n'est pas complètement anodin parce qu'il faut aussi voir le point de vue de l'enfant pour qui l'établissement qu'il fréquente peut être vraiment un endroit d'attachement et de stabilité. Et quand il y a une transition, souvent, il faut aussi une période d'adaptation. Donc, on peut dire que l'éducation et l'accueil dans une série de pays va un peu varier en fonction de l'âge et qu'on n'est pas encore tout à fait au niveau des objectifs qui ont été mis au niveau européen. Mais maintenant, il faut savoir que les politiques sont très dynamiques, que ça a beaucoup changé au cours des 10 dernières années, que ça a encore un petit peu changé depuis l'image que je vous présente. Ça change surtout au niveau de la définition des contenus éducatifs pour les enfants, le fait qu'il y en ait pour tous les âges, et de l'intégration au niveau de la gouvernance. Ça change moins au niveau du type de structures qui ont tendance à rester séparées et au niveau des qualifications des personnels. Bon, mais merci pour cette typologie très complète et qui montre bien la diversité des systèmes éducatifs et également leur évolution. Peut-être une ou deux questions en complément pour bien comprendre le rôle également de la Commission européenne dans ce domaine de coopération. Donc, je comprends bien que vous êtes vigilante à rester très objectif, très scientifique, très dans la présentation des différents systèmes. Mais comment est-ce qu'on peut combiner cette objectivité et cette volonté je dirais, d'aller vers la qualité des systèmes éducatifs? Parce que si vous êtes une spécialiste, vous savez que certains systèmes sont plus performants ou plus efficaces. Et donc, comment est-ce qu'on respecte, je dirais, la compétence nationale des États membres en matière d'éducation tout en essayant de valoriser les meilleures pratiques? Mais parce que, en fait, la coopération européenne en éducation, elle se fait donc par une série de recommandations, une série de définitions d'objectifs communs ou de présentation de bonnes pratiques, mais les moyens restent, sont toujours décidés par chaque pays. Il n'y a pas vraiment d'harmonisation du comment. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, on est d'accord pour essayer d'aller dans telle direction. Donc, par exemple, ici, offrir à chaque enfant des services de qualité. Et nous, on essaye de mettre en évidence différentes politiques par rapport à ces objectifs communs, ce qui permet à chaque pays d'être informé sur comment font les autres pays et de trouver de l'inspiration dans les analyses qu'on produit. Bon, et donc, merci pour cette précision. Et donc, au passage, bien sûr, le site de l'Eurydice se trouve ici pour
notamment les enseignants qui parmi nous pourraient avoir envie d'en savoir plus sur les systèmes éducatifs. Peut-être une dernière question aussi pour bien comprendre, parce qu'en France, parfois on parle beaucoup de PISA. PISA, c'est l'OCDE. PISA, OCDE, et d'une part, et Commission européenne Eurydice. Quelles sont les coopérations? Les coopérations, c'est pas le niveau d'éducation et de l'accueil des jeunes enfants qui est spécialement concerné, D'accord. mais en tout cas, il y a une série de rapports qu'on produit qui concernent, par exemple, le niveau des écoles, qui vont tenir compte des résultats PISA dans chaque pays en essayant d'analyser quels sont les rapports possibles avec les politiques qui sont menées. Donc, D'accord. les pays sont tout à fait pour qu'on utilise les résultats PISA et qu'on les présente dans nos rapports. Maintenant, par rapport à l'éducation et l'accueil des jeunes enfants en particulier, il n'y a pas vraiment de relation directe, mais on sait que le fait pour un enfant de fréquenter ce niveau d'éducation va l'aider dans son développement et dans son bien-être, et surtout pour les enfants les plus défavorisés, et surtout si le service est de qualité. Et donc, c'est une manière de prendre un bon départ et de s'assurer de bien réussir sa scolarité, y compris pour ceux qui devront répondre au test PISA quand ils auront 15 ans. Bon, très bien. Bah, écoutez, je pense que c'est très clair. Donc, on va vous garder comme l'experte européenne si jamais la balle tourne et qu'on a besoin On vous d'un entend plus. éclairage. Oui, euh, je disais, on va vous garder, Isabelle, en tant qu'experte européenne, s'il y a besoin pour revenir vers nous après avoir exploré un petit peu plus le modèle nordique, la Finlande et le volet français. Peut-être je fais la transition maintenant avec Céline Hutsebo. Céline Hutsebo, je vous ai présenté tout à l'heure comme une directrice du jardin d'enfants des Amis de l'école française à Helsinki. Là aussi, ça mérite peut-être un petit mot d'explication. Et le petit mot d'explication est aussi très simple. C'est est-ce que vous êtes française ou est-ce que vous êtes finlandaise? Je suis française. Je suis née en France et j'ai fait toute ma scolarité en France. J'y ai habité jusqu'à l'âge de 20 ans. Et par contre, toute ma vie professionnelle, mon expérience professionnelle, je l'ai eue ici en Finlande, à Helsinki. Voilà. D'accord. Bon, et donc, vous allez nous parler d'un système qui est français ou d'un système qui est finlandais? Ou d'un mix? Euh, c'est un petit peu. J'ai plus d'expérience dans des jardins d'enfants d'immersion en langue française, D'accord. qui sont quand même des structures un petit peu, entre guillemets, spéciales, qui ne sont pas non plus des jardins d'enfants typiques. Mais évidemment, j'ai aussi un regard. Mes deux enfants ont été en structure purement finlandaise, donc en tant que parent, j'ai aussi un regard là-dessus. Et j'ai aussi fait des stages durant mes études récemment, donc, sur place. Donc, j'ai les deux. On va dire que j'ai un peu Les les deux. deux. Bon, Mais il y a, il y a peu... oui, peut-être je vous mène sur le chemin de votre expérience professionnelle en vous demandant d'abord aussi par rapport à la présentation d'Isabelle de Coster sur cette grande typologie européenne. Vous, dans votre environnement à Helsinki, qu'est-ce que vous retenez comme élément que vous souhaitez ici détailler ou nous expliquer un petit peu plus? Ce modèle nordique là qu'on voit apparaître à différents étages, est-ce que vraiment ça vous parle? Oui, ça me parle tout à fait. Et en fait, je pensais, pour parler de mon expérience ici en Finlande, et qu'est-ce qui m'a amené en fait Oui. à partir en Finlande en 2000, une fois que j'ai eu mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. C'est parce que j'avais eu la chance de pouvoir faire un stage long à la fin de mes études. J'avais passé 5 mois à Helsinki, dans un jardin d'enfants d'immersion en langue française. Et à l'époque, j'étais très intéressée par le bilinguisme et par les voyages. Et j'ai eu Oui. l'opportunité de partir. Et cette expérience a été pour moi extraordinaire parce que j'ai découvert une façon de travailler qui était complètement nouvelle. Et aussi, en plus du bilinguisme qui était vraiment absolument
très, très intéressant de voir comment des enfants peuvent apprendre une seconde langue comme ça en jouant. Moi, j'ai trouvé que c'était fantastique et très, très motivant. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu la possibilité de travailler, d'avoir un poste dans ce même jardin d'enfants. Et je suis revenue pour une période que je pensais de 6 mois et je ne suis jamais repartie. Oui. Et j'ai essayé un petit peu pour partager cette expérience avec vous un petit peu autre que ce qu'on peut entendre sur la Finlande. Et on entend beaucoup de choses sur le système éducatif finlandais. Là, je vous parle de mon expérience. Et moi, en fait, ce qui m'a plu en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, c'était que j'avais la possibilité en Finlande d'exercer avec des enfants âgés de 3 à 6 ans. Et l'éducateur de jeunes enfants en France est un professionnel de la petite enfance qui va accueillir les jeunes enfants de 0 à 7 ans. Mais comme on sait qu'il y a l'éducation nationale auquel les éducateurs de jeunes enfants n'ont pas accès, les postes sont plutôt axés sur la tranche d'âge de 0-3 ans. Donc moi, le fait de travailler en Finlande me permettait d'intervenir en jardin d'enfants et avec des enfants plus grands. C'est une chose qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai adoré la place qui était laissée au jeu et à l'apprentissage par le jeu, parce que je trouvais, et je trouve toujours que c'est la façon, la meilleure façon et la façon la plus naturelle pour les enfants d'apprendre. Ça c'est si on va sur les réseaux sociaux et qu'on tape petite enfance Finlande, on va tomber effectivement sur des enfants qui jouent. Mais peut-être ce sont des enfants suédois ou danois aussi. Non, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est vrai que il se passe tellement de choses dans le jeu quand on joue, hein. Quand les enfants jouent ensemble, ils s'exercent aux relations sociales avec les autres, ils gèrent des conflits, ils apprennent à défendre une idée, ils apprennent à faire des compromis, ils font des expériences scientifiques, ils font des mathématiques quand ils construisent et il faut voir, il faut donner la valeur aussi. La valeur au jeu. Le jeu, ce n'est pas juste une façon pour les enfants de passer le temps, c'est vraiment leur façon d'expérimenter le monde et de se l'approprier et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu qu'ici, on prenait le temps de laisser les enfants jouer aussi. Et puis, on a l'air de voir beaucoup d'enfants qui jouent à l'intérieur et qui jouent aussi à l'extérieur. C'était mon deuxième point, justement. Oui. Vous n'avez pas vu mes notes, mais c'était ce dont j'allais parler aussi plus tard. C'est que en Finlande, on passe beaucoup de temps avec les enfants en jardin d'enfants dehors, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et les adultes sont avec en même temps et jouent avec les enfants aussi, mais ils ont aussi des moments de jeu libre, et ceci par tous les temps. Alors évidemment, quand il s'agit d'un pays nordique, ça veut dire qu'il neige, il vente, il pleut. Là, on a une épaisse couche de neige qui gèle la nuit et qui fond la journée. Tout ça, c'est des inconvénients, mais c'est aussi beaucoup de possibilités pour les enfants, justement, d'expérimenter et d'étayer leur motricité aussi. Et j'ai beaucoup aimé qu'il n'y ait peut-être pas les interdits que moi j'ai pu vivre en tant qu'enfant. Ne va pas jouer là-bas, tu vas te salir, saute pas dans les flaques d'eau, ou mais tu vas pas jouer avec la boue ou l'eau. J'ai trouvé que donner cette liberté aux enfants justement d'expérimenter, c'était enrichissant pour eux. Et aussi, je pense qu'on apprend mieux aussi quand, pour notre santé aussi, c'est quelque chose à quoi on s'habitue aussi. Si on n'est pas sorti une journée avec les enfants en tant qu'adulte, moi je ressens ce manque qu'on n'a pas eu d'avoir été à l'extérieur. On a l'impression que quelque part ça aère aussi le cerveau quelque part et on est plus réceptif aussi aux choses qu'on peut faire à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable aussi. Maintenant, je ne vous cache pas que quand on est obligé de s'habiller avec des vêtements très, très chauds parce qu'il fait froid, mais en plus, c'est mouillé. Donc, on met des imperméables, salopettes imperméables. Bon, Marie sait sûrement de quoi je parle. C'est toute une aventure et ça prend beaucoup de temps, mais je pense que ça vaut le coup quand même. C'était aussi une des choses que j'avais appréciées en étant ici et pourquoi j'ai voulu revenir travailler en Finlande. Et j'avais moi-même décidé que si je reviens, alors
faudra que je m'équipe aussi. Moi aussi, j'allais investir dans des vêtements adaptés au climat parce qu'on est dehors tellement longtemps. Vous parliez de langue, de même que Marie a beaucoup amélioré son français en France. Vous-même, j'imagine que vous savez le finlandais, qui est une langue difficile. Qu'est-ce que les enfants finlandais, ils parlent le finlandais, ils apprennent finnois, aussi oui. parfois le suédois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'apprentissage des langues des jeunes finlandais? Et notamment dans un jardin d'enfants, dans ce Oula qui est au croisement de la France et de la Finlande. Le finnois, oui, c'est une langue qui n'est pas évidente, mais elle a cette particularité qu'elle se prononce comme elle s'écrit. On prononce toutes les lettres à la lecture. Donc, les enfants, souvent, vers l'âge de 5 ans, pas tous, hein, certains c'est avant, certains d'autres après, 5-6 ans, apprennent à lire tout seuls. Il n'y a pas le b.a.-ba comme on fait en français avec les syllabes et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus facile dans le finnois que le français. Moi, j'ai appris beaucoup de mon finnois avec les enfants, justement, en les écoutant, parce que j'écoute beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et là, si vous voulez, dans les jardins d'enfants d'immersion en langue française, là où j'ai fait mon expérience, maintenant, je suis directrice. Oui. Mais ça fonctionne à peu près pareil. On accueille, si vous voulez, la moitié des enfants. Et là, pour apprendre le français, donc ils sont de familles absolument finnophones. Ils parlent le finnois à la maison et ils commencent vraiment le français en immersion pour poursuivre après leur scolarité au sein du lycée franco-finlandais. Donc chez nous, ils commencent le français à l'âge de 5 ans. Et ensuite, ils passent du côté de l'école en préscolaire et ils continuent leur scolarité jusqu'au bac au lycée franco-finlandais. Mais le bac est passé en finnois quand même. C'est une école bilingue, mais la part du finnois est aussi assez importante. Je m'arrête aussi peut-être un instant sur le volet formation des enseignants. Isabelle de Coster y insistait. Évidemment, il y a des typologies importantes. Mais oui. si moi, c'est peut-être un peu tard, je veux devenir enseignant en Finlande, qu'est-ce qu'on va me demander? Alors, on va vous demander une formation universitaire. Oui. Donc, pour être professeur petite enfance, mais il y a aussi la possibilité de faire un cursus, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, est-ce que ça pourrait être un IUT, mais ça n'existe même plus en France maintenant. C'est une école supérieure, en tout cas après le bac, et bac plus 3, qui va vous donner un diplôme du travail social. Et ces personnes-là, si elles font un certain nombre de crédits petite enfance, comme une part de leur formation, elles vont pouvoir aussi intervenir en jardin d'enfants. D'accord. Et quelque chose aussi dont je n'ai pas parlé avant, c'est les effectifs. Sur un groupe, les groupes de jardin d'enfants sont à peu près 21 enfants. Et pour 7 enfants, on a un adulte. Donc, sur un groupe de 21 enfants, on va avoir 3 adultes. Et la composition de ces équipes, ça va être un professeur, donc, qui est diplômé soit de l'université Bac plus 3, donc c'est une licence petite enfance, celle que moi j'ai dû refaire ici pour avoir les compétences requises. Et 2 autres personnes vont être assistantes maternelles. Voilà, et elles vont suivre une formation aussi qui, je pense, dure 1 an et demi ou 2 ans. Je sais pas exactement, mais c'est… Oui, le système globalement est très décentralisé. Si je comprends bien le système nordique, donc votre employeur ne s'appelle pas Éducation nationale, s'appelle… Alors l'école française, c'est un peu particulier, mais sinon, si je suis en Finlande, dans la petite enfance, est-ce que c'est la commune qui est l'employeur? Il y a 2 différents types de structures en jardin d'enfants. Donc, il y a la commune qui ont leur propre jardin d'enfants. Donc, et il y a les privés, donc qui peuvent être des associations comme le jardin d'enfants dans lequel je travaille est géré par l'association de parents de l'école, donc du lycée franco-finlandais. Nous sommes une structure privée, mais il peut aussi y avoir des gens qui ouvrent un jardin d'enfants, 2 jardins d'enfants, mais il peut aussi maintenant y avoir des chaînes aussi qui ont vraiment genre plusieurs jardins d'enfants dans plusieurs grandes villes. Et
ce qui est important de retenir, c'est que quand on parle de jardin d'enfants privé, moi, la notion que j'en avais en France, c'était que c'est quelque chose d'élitiste. C'est quelque chose où on va proposer une pédagogie alternative ou quelque chose de spécial. Mais en Finlande, les jardins d'enfants privés sont sponsorisés par les communes et par la sécurité sociale, ce qui fait que la part à payer qui reste aux parents, donc les mensualités qui restent à payer, ne sont pas plus chères que si l'enfant est dans le secteur public, dans un jardin d'enfants de la ville. Mais souvent, les jardins d'enfants privés peuvent proposer une autre langue, justement. Donc, ça peut être l'anglais, pour nous, c'est le français. Ça peut être aussi des jardins d'enfants qui vont avoir plus, vont être axés plus sur apprendre à l'extérieur ou pas l'éducation physique, mais on va dire plus de sport peut-être, où ils vont avoir quelque chose un petit peu de spécifique. Voilà. Bon, merci beaucoup. On ne peut pas en l'espace d'une heure tout dire, non, évidemment, sur les différents systèmes. J'en profite quand même pour dire aux participants que s'ils ont des questions très spécifiques, ils peuvent aller sur le chat. Mais peut-être, alors d'abord, ma dernière question, Céline, c'est est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important que vous vouliez dire? Et puis après, je vais laisser la parole à Marie pour un témoignage complémentaire. J'aurais voulu aussi dire, peut-être clarifier un petit peu, parce que les gens doivent se dire, oui, elle a fait ses études en France, éducatrice de jeunes enfants, et c'est vrai que j'ai pu exercer ici avec mon diplôme pendant de nombreuses années, jusqu'en 2014, où il y a eu un changement de loi, justement. Les jardins d'enfants sont passés, ils étaient sous l'égide du ministère des Affaires sociales, et ils sont passés sous l'égide du ministère de l'Éducation, comme l'école. Et ce changement de loi a bouleversé pas mal de choses. Et du jour au lendemain, moi, je n'ai pas réussi à faire valoir mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, même si j'ai toujours ressenti quand même que cette formation m'avait donné des bonnes bases quand même, et aussi de bonnes pratiques, parce qu'on avait suffisamment de stages pendant la formation. Mais du coup, j'ai recommencé à zéro. Je me suis réinscrite à l'université. J'ai refait cette formation en finnois qui était très intéressante, mais je vous avoue que quand on m'a annoncé ça, c'était très, très frustrant parce qu'il n'y avait pas moyen de faire valoir, vu que c'est un diplôme d'État qui n'était pas partie d'une université, et que ici, la formation des professeurs se fait à l'université, il n'y avait pas moyen de faire valoir quoi que ce soit. Voilà, et ça, je pense que c'est un challenge aussi. On voit la présentation d'Isabelle, c'est vrai que les systèmes en Europe, dans l'accueil de la petite enfance, sont tellement divers que les formations, ça doit être justement pareil, que voilà, ça pose des soucis. Et pour nous, par exemple, ça pose au niveau, maintenant, je suis responsable du recrutement, par exemple, dans notre jardin d'enfants, et à la fois, on veut des professeurs qui soient natifs, mais on pose des exigences pour avoir des personnes qui sont diplômées, et dont le diplôme est reconnu en Finlande, et je peux vous dire que c'est compliqué, c'est très, très compliqué. Bon, là, voilà, vous ouvrez une porte complexe qui est effectivement l'harmonisation des diplômes, mais c'est vrai que le processus de Bologne, ce n'est pas notre sujet, qui a heureusement harmonisé les systèmes de bac, pour faire simple, plus 3 et plus 5. C'est aussi très important dans vos professions, de façon à ce que sur une petite enfance, malgré la diversité des systèmes, on arrive à permettre à des enseignants de pratiquer de la mobilité et de s'intégrer. Peut-être, Marie, un mot complémentaire sous forme de témoignage à partir de ta propre expérience en Finlande. Est-ce que ce que dit Céline te convient? Est-ce que tu veux ajouter des choses dans ta génération à toi? Qu'est-ce qui était le plus important dans une éducation en Finlande? Oui, je pense que je dois dire que, parce que j'étais si petite, j'ai interviewé mes parents sur le sujet, comment c'était quand j'étais un petit enfant. Mais en fait, pour moi, c'était pas le façon le plus commun de faire, parce que mon père a travaillé pendant la nuit aussi dans une usine. Et parce que cela, en fait, j'ai beaucoup passé de temps avec mon père chez nous, et je suis allée à la crèche quand j'avais 4 ans.
Et avant que j'avais 4 ans, j'ai participé de ce type de soins qui étaient chez les familles. Mais, mais ce type de soins qui est chez une famille, c'est dans la maison de la personne qui prend des soins des enfants. Et c'est possible d'avoir maximum 4 enfants dans la même maison pour un adulte. Et en fait, c'est pas forcément de éducation privée. Il y a aussi un système commun comme public pour ce type de formation pour les jeunes enfants aussi. Et je peux vérifier qu'il y a cette façon d'aller dans la forêt que Céline a parlé parce que c'est en fait une de mémoires que j'ai toujours, qu'on est allé sur la forêt. Et aussi, une chose qui a été en fait assez important dans ma vie est que quand j'étais à la crèche, il y avait un quatuor de orchestre municipal qui est allé à la crèche de jouer pour les enfants. Je pense que j'avais comme 5 ans. Et après, je suis retournée chez moi et j'ai dit à mes parents que, ah, maman et papa, je voudrais jouer du violon. Et je joue encore. Donc, pour moi, c'était vraiment important pour moi, cette côté dans la crèche qu'il y avait beaucoup de musique et on a fait de théâtre pour la fête de Noël et fête de printemps. Et on a bricolé très beaucoup. En fait, ça me souvient parce que j'ai beaucoup aimé de bricoler et on a beaucoup fait ça. Et quand je suis allée dans la classe préparatoire qu'on fait en Finlande quand on a 6 ans, c'était seulement 3 jours par une semaine qu'on est allé sur la classe préparatoire. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de buts avec cette classe préparatoire. C'est plutôt pour apprendre d'être dans le groupe avec les autres enfants et de concentrer et tout ça. Parce que personnellement, je ne pouvais pas lire avant que j'avais 7 ans. Mais c'était pas considéré comme un problème. Je parlais de ça avec mes parents et ils ont dit que c'était seulement comme ah ok pas encore, mais c'était pas un problème qu'on ne pouvait pas lire à 7 ans. Donc c'était beaucoup de jouets et beaucoup de bricolage, musique, tout ça et de jouer dans une forêt aussi. Oui. Je peux vérifier ce que Céline a dit. Il y a beaucoup de temps que j'ai participé dans l'éducation, mais quand même, il y a de mêmes éléments, je pense. Bon, je retiens en tout cas les éléments de jeu, les éléments de musique. Et donc, au passage, tu l'as dit, nous serons contents aussi de garder le lien avec l'association Anneau qui nous ouvre la porte à Nantes et dans le Grand Ouest sur l'ensemble des traditions nordiques. Oui. Que dire d'autre sur la Finlande? Céline et Marie, avant de passer en France et à Nantes avec Patricia Boulmé, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Moi, j'avais lu dans Le Monde, et peut-être l'une ou l'autre veut réagir là-dessus, un article qui disait en Finlande, le pays qui investit dans le bonheur. On avait ajouté avec un point d'interrogation, il prenait l'exemple du baby box, qui apparemment est une baby box offerte par l'État finlandais depuis 1938, avec tout de même pas mal de choses pour les jeunes parents. Bon, ça c'est assez étonnant parce que c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Mais bon, le journal Le Monde avait la prudence de dire le bonheur, point d'interrogation, parce que c'est pas non plus, il n'y a pas un pays du bonheur. Non, je pense qu'il faut relativiser un petit peu. Ça paraît toujours très caricatural quand on a fait une étude comme ça et que la Finlande est dans une bonne position. Je pense que je ne veux pas vous dresser le tableau du pays du malheur, mais il y a beaucoup de gens qui nagent pas dans le bonheur non plus. Donc, je pense qu'il faut tout est relatif. Mais c'est vrai que les choses fonctionnent bien ici. Les gens sont respectueux des règles. Les choses sont bien organisées. C'est un petit pays. Donc, je pense que les changements et les choses sont faciles à mettre en place et à organiser. Donc, il y a beaucoup de choses, oui, qui font qu'il y fait bon vivre. Maintenant, l'hiver est très long. Et voilà, il y a d'autres choses aussi. Et je voulais aussi peut-être
Non, j'aurais dû terminer sur une note positive, mais avec tout le positif que j'ai dit avant, je me permets aussi quand même de relativiser peut-être aussi dans tous les jardins d'enfants en Finlande, il y a aussi beaucoup de challenges actuellement et notamment une grève qui se prépare pour, au niveau du primaire et au niveau du secteur public de la petite enfance, parce qu'il y a un manque criant de personnel qualifié. Ils ont beaucoup d'exigences au niveau des lois, mais on ne trouve pas de personnel formé. Et actuellement, la crise, c'est qu'ils ont augmenté à l'université le nombre de places, donc de gens qui commencent à la formation d'éducateurs ou de professeurs petite enfance. Mais ces gens ne restent pas après 1 ou 2 ans, ils se réorientent ou ils continuent des études pour faire autre chose. Et donc ça, c'est un gros challenge parce que évidemment, il y a des endroits où il y a du personnel qualifié. Et comme le disait Isabelle, quand il y a du personnel qui est qualifié et formé, c'est un gage de qualité du service qu'on offre aux familles et aux enfants. Et il y a donc quelqu'un qui est diplômé. Je sais que quand j'ai terminé mes études, c'était la grande question. Est-ce que tu sais où il fait bon travailler, entre guillemets, parce qu'il y a des endroits où ça se passe très bien. On peut vraiment travailler comme on en a l'idée en fait quand on fait ses études. Et après, il y a d'autres endroits où justement il y a un manque de personnel qualifié et où justement les gens qui sont qualifiés ne veulent pas aller. Donc ça, c'est un gros challenge et les salaires aussi sont relativement bas par rapport au salaire moyen finlandais. Et par rapport aux exigences d'études qu'on demande et les compétences que le travail requiert, parce qu'on a un peu l'impression aussi qu'on nous en demande beaucoup. C'est un travail qui est quand même pas évident. Donc voilà, quelque chose aussi, il y a des petites choses à relativiser aussi. Et le corona n'a pas arrangé les choses, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Voilà. Bon, merci pour cette présentation assez synthétique et complète. Avant de passer à Nantes avec Patricia Boulmé, peut-être une dernière question qui nous vient dans le chat, puisque nos participants ont bien compris dans le système d'une école finlandaise, l'éducation par le jeu est important. Et là-dedans, finalement, qu'est-ce que vous faites d'un système de notation? Est-ce qu'il y a une notation malgré tout, quelque part? Bon, notamment chez les plus jeunes enfants, c'est moins évident. Et la notation va arriver à quel âge? Et quel type de notation? Notation, ça pourrait être évaluation. Hein. Oui, ma fille est en classe 4 actuellement. Elle va sur ses 11 ans et c'est la première année où elle a des notes et où elle va avoir un bulletin. D'accord. Un bulletin avec des numéros. Avant, il s'agit d'appréciation. Alors évidemment, à l'école, ils font des tests aussi pour tester les connaissances sur chaque domaine d'apprentissage, mais il n'y a pas de notes, c'est des appréciations sur le bulletin à la fin de l'année. Dans la petite enfance, nous établissons un plan d'enseignement pour chaque enfant, c'est personnalisé, et on va réfléchir, une fois qu'on connaît l'enfant, qu'il a passé 3 ans dans notre structure, on va réfléchir ensemble, s'asseoir aussi avec les parents, et on va parler de ses points forts. Quels sont les points forts de cet enfant et quelles sont aussi les choses sur lesquelles on va avoir besoin de le soutenir dans ses apprentissages et son développement. Et en se basant sur ces points forts, on va construire un plan personnalisé autour de ça. Mais l'évaluation, on nous le répète bien, on n'évalue pas l'enfant à ce stade-là. On évalue notre pédagogie, les choses que nous, on met en place pour pouvoir permettre à l'enfant de se développer et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, les professeurs évaluent leur façon de faire et non les compétences de l'enfant. Ouais. Bon, écoutez, merci. Je crois que c'est aussi clair que possible. Vous me facilitez la transition avec Patricia Boulmé. Nous arrivons maintenant dans un système français nantais que certains d'entre nous connaissent un petit peu mieux. Et évidemment, peut-être il faut rappeler les fondamentaux du système français. Et puis aussi, je vais commencer par le plus simple, Patricia, c'est de nous parler de vous et de nous expliquer ce que c'est qu'une conseillère pédagogique et peut-être nous expliquer un petit peu votre propre parcours professionnel. Oui, bonsoir. Moi, j'ai d'abord enseigné, c'est-à-dire je suis d'abord une enseignante.
J'ai enseigné à des élèves entre 3 et 11 ans d'abord, pendant un petit moment. Et puis, mon appétence pour les petits, pour les plus petits, m'a naturellement conduite à enseigner en école maternelle, ce qu'on appelle nous l'école maternelle, donc des élèves entre 3 et 6 ans. On va dire, alors on hésite toujours un peu, nous, hein, des élèves, des enfants, on ne sait pas, mais voilà, on est sur cette tranche où ils sont élèves puisqu'ils font partie de l'éducation nationale, ils sont enfants parce que quand ils arrivent à 3 ans, on a quand même plus affaire à des enfants qu'à des élèves. Donc voilà, j'ai enseigné un moment et ensuite j'ai pris la direction d'une école maternelle en Loire-Atlantique, hein, dans 44. Il faut savoir qu'en France, les directeurs d'école et directrices d'école sont la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps aussi enseignants. Et petit à petit, mon chemin m'a mené vers la formation, puisqu'en fait, une conseillère pédagogique, ben, c'est quelqu'un qui passe une certification de formateur ou de formatrice et qui ensuite accompagne les professeurs des écoles du premier degré et du second degré, mais dans mon cas, seulement le premier degré, sur des problématiques d'enseignement. Voilà, donc moi, je les accompagne, j'accompagne les enseignants d'école maternelle sur ce département, voilà, sur des problématiques de formation, d'enseignement, de contenu, etc. Bon, je rentre encore un petit peu plus peut-être dans le détail. Quand on dit accompagner, si je devais vous accompagner dans cet accompagnement, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous occupez votre journée? Alors, eh bien, il se peut, par exemple, que j'aille voir des enseignants débutants, ce qu'on appelle les enseignants débutants, c'est-à-dire des enseignants qui sont en première année d'enseignement dans une classe, qui sont stagiaires, et donc on les accompagne, on assiste à leur temps de classe, et puis on revient avec eux sur des points soit qui leur a posé difficulté, soit qui nous semble perfectible, mais on s'appuie quand même énormément sur ces temps-là, sur ces temps d'entretien avec l'enseignant débutant. On s'appuie beaucoup sur ses propres points d'appui, c'est-à-dire ce qu'on a pu identifier comme étant des points lui permettant de progresser dans son parcours de professionnalisation, et on va co-construire avec lui ce parcours, en fait. C'est en fonction de ses besoins et aussi en fonction de ce qu'on estime devoir construire. Voilà. Bon, j'entends dans votre discours de la bienveillance, et la bienveillance est la bienvenue. Parfois, les systèmes français sont vus comme des systèmes parfois plus hiérarchiques, plus autoritaires, plus centralisés aussi. Donc, je pense que c'est l'occasion de valoriser le rôle d'une conseillère pédagogique dans un système français, peut-être un rôle qui n'est pas assez connu. Ben, oui, c'est-à-dire que nous, notre champ d'action, il va à la fois sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la formation des maîtres débutants, il va aussi évidemment sur, enfin évidemment non, mais sur l'accompagnement et la formation des maîtres qui sont déjà plus aguerris. Et bien évidemment, vous le savez peut-être, en France, nous avons un programme d'enseignement, et notre rôle, c'est aussi évidemment de faire connaître le prescrit et de s'interroger ensemble sur comment ce prescrit trouve-t-il sa place dans les enseignements, y compris pour les petits, hein, puisque en France, depuis la rentrée 2019, septembre 2019, l'instruction est obligatoire pour les élèves à partir de 3 ans. Bon, ça c'est un point peut-être sur lequel vous pouvez insister, parce que je ne crois pas que ce soit sur le radar de chacun d'entre nous automatiquement, plus sur le mien parce que je n'ai pas d'enfant de 3 ans, mais de se dire finalement en quoi est-ce que c'est une réforme qui est importante? Oui, c'est une réforme qui est importante parce qu'elle pose dès le plus jeune âge la nécessité d'aller vers des points d'enseignement, hein, qui sont cruciaux, enfin qui nous semblent cruciaux, en tout cas qui sont les orientations ministérielles, qui sont les fondamentaux, lire, écrire, compter. Alors pourquoi lire, écrire, compter prend cette place-là? Rappelez-moi juste de faire un petit point tout à l'heure sur le jeu quand même, parce que je voudrais qu'on y revienne. Mais pourquoi le lire, écrire, compter? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des enquêtes PISA.
alors ce ne sont pas les seules enquêtes, il y en a d'autres, des enquêtes européennes et internationales, mais qui ont pointé les difficultés, en tout cas la non-maîtrise d'un certain nombre de compétences ou la moyenne maîtrise d'un certain nombre de compétences chez nos élèves. Et c'est ça qui a orienté, qui a conduit le ministère de l'Éducation nationale en France à poser comme obligatoire l'instruction dès le plus jeune âge, de manière à entrer dans ces apprentissages-là. Alors, je reviens sur le jeu, parce que je n'oublie pas. Et bien évidemment, on ne commence pas à lire à 3 ans. Hein. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'élève en situation de lecteur dès 3 ans en France. Il ne faudrait pas s'imaginer ça, il ne faudrait pas faire peur. Parce que nous non plus, ça n'est pas le pays du bonheur, mais ça n'est pas que le pays du malheur. Donc, on a la première entrée du programme de l'école maternelle, puisqu'on a un programme de l'école maternelle. Une des premières entrées, c'est apprendre en jouant. Donc, le jeu a aussi une importance considérable dans nos instructions ministérielles. Et c'est bien petit à petit qu'on va aller vers la maîtrise de la lecture, de lire, compter, de lire, écrire, compter. Voilà. Ça se construit évidemment avec les élèves au fil du temps. Bon, très bien. Et puis, j'avais la question classique qui est finalement, à partir de ce qu'on a entendu du système nordique, est-ce qu'il y a tel ou tel élément, je dirais, qui peut être pour vous une source d'inspiration dans un système français, dans les limites du possible, puisqu'on est dans un système plus centralisé? Alors, moi, je dirais que la question et qu'on travaille d'ailleurs avec la ville de Nantes, on travaille cet aspect-là, pas seulement avec la ville de Nantes, mais avec certaines villes de Loire-Atlantique, dont la ville de Nantes, la question du partage des compétences. J'entendais Céline qui parlait d'éducatrices de jeunes enfants et d'intervenants, enfin voilà, de partage finalement de compétences. En France, à l'école maternelle, on a un partage de compétences puisqu'on travaille avec un agent territorial spécialisé des écoles maternelles qui est un personnel territorial, donc rémunéré par les villes et par les communes, et qui, lui, ce personnel-là a un diplôme petite enfance que nous n'avons pas, parce que les professeurs des écoles en France sont professeurs des écoles pour les élèves de 3 à 11 ans et ont la même qualification pour les élèves de 3 à 11 ans et ont assez peu, on peut quand même le dire, dans leur cursus universitaire, c'est un diplôme universitaire, enfin c'est 5 ans, c'est bac+5 pour passer le concours d'enseignant. Et dans cette préparation-là, il y a assez peu de place à la petite enfance. Donc, nous travaillons en collaboration avec quelqu'un qui, lui, a des connaissances en petite enfance, qui est l'ATSEM. Il se peut aussi, et c'est de plus en plus souvent le cas, et c'est le cas sur la ville de Nantes, que nous engagions des réflexions avec des éducatrices ou des éducateurs de jeunes enfants qui travaillent sur des structures petite enfance et qui vont accompagner l'année de transition de l'entrée à l'école, en fait. C'est-à-dire qu'ensemble, on va réfléchir sur les questions de l'accueil, du bien-être, de la place du jeu, de l'attachement affectif, voilà. Et on va réfléchir ensemble pour trouver des pistes de mise en œuvre qui puissent conjuguer et qui puissent aller vers cet équilibre entre le soin et l'enseignement. Bon, merci. Tout ceci me semble très clair. Écoutez, il est 19h05. On va peut-être utiliser les 10 dernières minutes pour jouer un rôle d'interaction. Donc, je vais laisser à chacune d'entre vous la possibilité d'une intervention finale, soit pour dire quelque chose que vous n'avez pas encore dit et qui vous paraît importante, soit pour poser une question à l'une des autres intervenantes sur quelque chose qui vous inspire particulièrement. Eh bien, je vais commencer par Marie, parce que Marie aura le dernier mot, mais je vais commencer par Marie. De toute cette discussion que tu suis, qu'est-ce que tu veux commenter par rapport à nos 3 intervenantes? Je pensais à ça que Patricia avait parlé sur
sur le fait que c'est sûr que c'est pas comme, OK, il y a maintenant des enfants de 3 ans et maintenant on va lire. Je pensais cette différence entre les concepts qu'on utilise parce que c'est une différence très conceptuelle qu'on parle de l'école ou qu'on parle de crèche. Et en réalité, c'est plutôt de même activité. Mais ces mots qu'on utilise, ça donne de différentes significations. Et c'est vrai qu'il y a plus de similarités que de différences, malgré ça qu'on utilise différents mots. Et ce que Céline avait dit avant sur cela, qu'il y a vraiment un problème aussi maintenant en Finlande et surtout à Helsinki où Céline travaillait et où j'habite, c'est très cher d'habiter à Helsinki et c'est pas très bien payé la profession d'être éducateur pour les jeunes enfants. Donc, je pense que c'est un défi un challenge pour Finlande maintenant. Comment on peut avoir suffisamment des professionnels pour occuper des enfants. Bon, très bien. Je vais garder Isabelle pour la fin pour avoir une couleur européenne pour la fin. Mais peut-être soit Patricia, soit Céline, dans l'ordre que vous voulez, un droit de réaction, un droit de parole, des choses que vous ne devez pas regretter d'avoir oubliées ou que vous avez envie de dire maintenant et qui vous semblent très importants dans cette discussion un petit peu à bâton rompu sur les différents systèmes. Peut-être Céline, en complément de Marie à l'interaction entre la Finlande et la France. Je pense avoir été très bavarde déjà par rapport aux autres intervenants, mais s'il y a une chose que j'ai oublié de dire quand je parlais du quota à un adulte pour 7 enfants, il s'agissait d'enfants entre 3 et 7 ans. Et pour les moins de 3 ans, c'est 1 pour 4. Donc, on a plus d'adultes encore. Et que l'école ici commence à 7 ans aussi. D'accord. Au passage, sans être trop raffiné, et puis Isabelle va nous corriger si on se trompe, ce qu'on décrit sur la Finlande ressemble pas mal au Danemark et à la Suède, ou est-ce qu'il y a vraiment une spécificité finlandaise, est-ce que c'est différent du modèle nordique? Là, je suis désolée, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas assez de connaissances sur les systèmes. J'ai visité au Danemark, j'ai fait un voyage d'études au Danemark. C'est vrai qu'il y avait des similitudes aussi, mais je pense qu'il y a aussi des particularités dues à chaque pays. Merci beaucoup. Tout ça est très clair. Je vais laisser la parole à Patricia. Peut-être un droit de conclusion ou un droit d'interpellation. Est-ce que tout ceci vous inspire? Et j'oublie pas aussi au passage de signaler que la Maison de l'Europe est bien sûr à votre disposition pour faciliter les interactions parce qu'on essaye modestement à la Maison de l'Europe, comme Marie l'a dit, de faciliter, je dirais, la sensibilisation des citoyens que nous sommes dès le plus jeune âge. Ce n'est pas la peine d'attendre de partir à la retraite pour s'intéresser aux questions d'Europe qui ne seront pas forcément très visibles ni dans les médias nationaux, ni à l'école secondaire ou dans l'enseignement supérieur, donc si à la maternelle ou dans l'enseignement des jeunes enfants, on peut parler d'Europe, c'est bien. Et peut-être vous voulez commenter d'ailleurs cet élément-là. Bon, finalement, de l'Europe dans une école, en France, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler d'Europe dès le plus jeune âge? Est-ce qu'il y a une place pour ça également chez les jeunes enfants? Oui, il y en a ça. Alors, ce n'est pas ma spécialité en fait, parce que on a des conseillers pédagogiques qui s'occupent de l'Europe et qui interviennent c'est plutôt leur domaine. Donc, je ne vais pas aller beaucoup sur ce terrain-là. En tout cas, il y a une place, c'est sûr, pour ça. Même dès le plus jeune âge, il y a une place pour ça. Il y a notamment, si on va, par exemple, si je reviens sur le programme de l'école maternelle, on a un volet diversité culturelle, par exemple, dans notre programme, qui est donc obligatoire. Obligatoire pour nous, bien sûr, obligatoire pour les enseignants à mettre en œuvre, bien sûr.
Et puis, je vais juste peut-être, je n'ai pas parlé des effectifs des classes chez nous. Alors, ils sont, on n'est pas 3 adultes pour 21, mais depuis la rentrée, depuis ces dernières rentrées là, actuellement, et pour les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les zones qui sont identifiées comme le plus à besoin, les élèves qui sont identifiés comme le plus à besoin, on a des grandes sections, c'est-à-dire des classes d'enfants de 5-6 ans pour lesquelles il y a 2 adultes, notamment c'est le cas sur la ville de Nantes, 2 adultes pour 12 élèves. Bon, un adulte pour 6, on va dire, c'est pas si mal. Et je voudrais finir sur le fait que je ne crois pas qu'il y ait, je ne pense pas qu'il y ait un système qui vaille mieux qu'un autre, mais je pense qu'on a tout à gagner à pouvoir partager sur ces questions éducatives et à pouvoir réfléchir ensemble sur ce qui est le mieux pour la réussite des élèves dans un contexte donné, parce que, on l'a dit, le contexte de la Finlande, ce n'est pas le contexte de la France pour plein de raisons. Donc, il me semble que c'est important de rappeler que l'essentiel, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour les enfants qui nous sont confiés, d'où qu'on soit. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Bon, vous êtes la bienvenue, cette conclusion est excellente. Je relais au passage, avant de laisser un dernier mot à Isabelle, et c'est Marie qui conclura, dans le chat, Céline Arquette, la directrice de la Maison de l'Europe, nous dit la Maison de l'Europe espère pouvoir vous proposer ce type de rendez-vous centré sur l'éducation et l'Europe de façon régulière, et remercie Marie d'avoir inauguré cette série. Bien sûr. Et puis, Fanny nous pose une question qui va me faire la transition aussi avec le petit mot de la fin pour Isabelle de Coster. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait sortir des analyses de Eurydice, mais prenons la question qui est posée. Finalement, par exemple, et on y a fait référence, le niveau de formation plus ou moins élevé selon les États membres. Est-ce qu'il y a des études qui pourrait montrer l'influence du niveau universitaire sur la qualité de l'enseignement? Qu'est-ce que vous dites de cette question-là? Et puis après, vous avez un droit de conclusion. Mais oui, je pense que c'est vraiment reconnu qu'une formation de type universitaire et même, si possible, au niveau master, donne des compétences supplémentaires aux enseignants et notamment, et ça je pense que c'est quand même aussi par exemple une spécificité des études en Finlande, un peu cette capacité d'agir comme un praticien réflexif sur la situation, donc d'analyser la situation pédagogique et de pouvoir y réfléchir en prenant de la distance et en la regardant comme un chercheur et en se demandant ce qu'on peut améliorer pour que ça fonctionne mieux. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas qu'il y a vraiment un consensus là-dessus que plus les études sont longues et éventuellement incluent cet aspect un peu de recherche en pédagogie, plus la qualité de l'enseignement dispensé risque d'être meilleure. Bon, sur la pédagogie, tout le monde va vous suivre, hein. Je ne veux pas faire trop l'avocat du diable, mais certains avaient dit à un moment donné dans l'harmonisation des diplômes, par exemple, là je ne vais pas prendre ni la France ni la Finlande, mais que les études universitaires allemandes étaient très longues et parfois les Allemands sont revenus à des études un petit peu moins longues, mais je dirais ont amélioré aussi la qualité. Donc ce n'est pas seulement le nombre d'années, hein, on est bien d'accord, c'est la pédagogie, c'est le contenu. Oui, mais en nombre d'années, je pensais aux 2 niveaux, bachelier et master. Oui. Donc, si on est au niveau master, on a plus de chances de pouvoir toucher à plus de choses différentes et aller plus en profondeur au niveau de la pédagogie. D'accord. Je vous laisse un petit mot de conclusion, Isabelle. Peut-être, qu'est-ce qui n'est pas sorti de cette heure de discussion et que vous voudriez dire pour donner envie à nos participants de suivre Eurydice de manière régulière? Mais non, moi j'avais envie de réagir sur
un peu la discussion entre Patricia et Marie sur la définition des contenus éducatifs. Et le fait que, bon, par exemple, quelle est l'importance du jeu dans les programmes qui sont définis. Et donc ça, ben, c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder et qu'on aimerait bien regarder un peu plus en profondeur, la différence qu'il y a entre, par exemple, la longueur des programmes et le détail qu'on va donner à tout ce qu'on peut faire avec les enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui diffère beaucoup d'un pays à l'autre. Donc, on dit que la plupart des pays ont défini des contenus éducatifs pour les plus jeunes enfants. Oui, c'est vrai, mais parfois, ils ne sont pas les mêmes que ceux définis pour l'école maternelle. Et par contre, il y a des pays qui ont défini des contenus éducatifs à partir d'1 an, mais qui sont, comme par exemple l'exemple du programme irlandais que j'ai donné, qui sont déjà extrêmement élaborés pour des jeunes enfants. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, en Belgique, je ne connaissais pas et qu'on aimerait bien vraiment analyser plus en profondeur pour mettre encore plus en évidence ces différences et montrer un peu à tout le monde ce qu'il y a moyen de faire. Bon, en tout cas, félicitations pour le travail de RIDIS qui gagne à être connu en termes d'analyse et d'éléments destinés à faciliter et favoriser la coopération en éducation. On parle beaucoup d'Erasmus, mais il n'y a pas que Erasmus dans le monde de l'éducation. Et avec ce petit mot, l'animateur va s'effacer en remerciant les intervenantes. Et le dernier mot est pour Marie. Oui, merci Olivier. Je pris en fait le essentiel, c'est que Patricia avait dit que est le essentiel. Parce que vraiment, je suis d'accord avec que vous avez dit que l'essentiel, c'est pour pouvoir partager. Et c'est exactement ça parce que nous sommes vraiment là et on ne communique pas seulement en lisant les résultats PISA et pas communiquant en vrai. Et je pense que c'est vraiment parce qu'on partage pour le bien-être des enfants et il ne s'agit pas de penser ce que est mieux et ce que est pire et tout ça. C'est vraiment une manière que aide tous les enfants qu'on partage vraiment. Et donc, je suis vraiment d'accord avec Patricia avec cela. Et je voudrais remercier tous les intervenants et Olivier et tous ceux qui sont été là avec nous. Et je pense que c'était vraiment très valorisant échange cette soirée. Et pour tous qui écoutent aussi, vous êtes très bienvenus de venir dans les autres événements de la Maison de l'Europe aussi. Et je souhaite à tous très bonne soirée et merci pour participer à tous. Bon, et enregistrement disponible bientôt pour ceux qui le souhaitent, ceux et celles qui le souhaitent. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci encore. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci.